Mon ex-épouse et son amant avocat m'ont tout pris lors du divorce. Les 3 maisons, les voitures, 8 millions d'euros d'actifs, même la garde symbolique de mes enfants adultes. « Tu as perdu !» a-t-elle déclaré, avec un sourire que je n'oublierai jamais. « Tu n'as plus rien ?» Et elle avait raison. À 70 ans, j'étais ruiné, humilié, oublié. Mais en allant clôturer le vieux livret d'épargne de mon grand-père Frédéric, un compte que je pensais contenir 50 € tout au plus, le directeur de banque a pâli en consultant les archives. « Monsieur, ce compte est actif et génère des intérêts depuis 1948. » Il a tourné l'écran vers moi. Ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Je m'appelle Hugo, j'ai 70 ans. Pendant 40 ans, j'ai bâti un empire depuis zéro, commençant par vendre des assurances porte-à-porte à Lyon. J'ai économisé pendant 5 ans pour ouvrir ma propre agence, puis investi dans l'immobilier. À 50 ans, je possédais 3 propriétés dans la région Rhône-Alpes, une Mercedes-Benz classe S et plus d'argent que mon père n'en avait gagné dans sa vie. Mais ma plus grande fierté était ma famille. Sophie et moi nous sommes mariés quand j'avais 35 ans. Elle était magnifique, avec ses yeux verts qui lisaient votre âme. Nous nous sommes rencontrés lors d'un dîner d'affaires où j'ai renversé du vin rouge sur la nappe. Tout le monde s'est tu, mais elle a ri. Enfin quelqu'un qui ose ruiner quelque chose de parfait. Cette nuit-là, j'ai su que je l'épouserais. Nous avons eu 2 enfants. Léa, avec les yeux de sa mère et mon entêtement, est devenue médecin. Marc, calme et observateur, est devenu avocat. J'ai pleuré de fierté. Il y a 2 ans, tout a changé. Sophie rentrait tard, toujours la même excuse. Réunion avec mon avocat Julien pour une succession compliquée. Julien, 45 ans, costumes italiens, sourire de vendeur, me mettait mal à l'aise, mais Sophie insistait qu'il était le meilleur avocat de Lyon. Les réunions se sont multipliées. Nouveau parfum, nouvelle robe. Quand je questionnais, elle riait « Oh Hugo, tu deviens paranoïaque ?» Un soir, je suis rentré tôt. J'ai entendu son rire venant du bureau. Plus intime, plus complice. Je l'ai écouté au téléphone. Non, il ne se doute de rien. C'est juste un vieux fou. Quand il comprendra, tout sera à nous. Je t'aime, Julien. Encore un peu de patience. Le monde s'est arrêté. 35 ans de ma vie donnés à une femme qui conspirait pour tout me voler. J'ai engagé un détective privé. 3 semaines plus tard, photos de Sophie et Julien dans des hôtels, registre d'appels, email planifiant chaque détail pour me détruire. Julien avait trouvé des failles juridiques pour me faire passer pour le méchant. Je l'ai confronté un lundi matin. J'ai placé les photos sur la table. Elle a pâli une seconde, puis a souri. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Divorcer ?» Julien a déjà tout préparé. La procédure a commencé 3 jours après. Sophie m'accusait de violence psychologique, de contrôle financier, de manipulation, mensonge parfait. Et ils avaient des témoins, amis, associés, même notre gouvernante, tous payés pour mentir. J'ai engagé le meilleur avocat, mais Julien connaissait chaque juge, chaque greffier. À l'audience, Sophie paraissait fragile, vulnérable. Moi, j'avais l'air d'un homme riche et intimidant. Julien a parlé 40 minutes, me peignant comme un monstre. Mon avocat a présenté nos preuves, mais Julien avait une réponse à tout. La juge commençait à le croire. Les semaines suivantes, plus d'audiences, plus de mensonges. Julien a présenté de faux documents prouvant que j'avais détourné des fonds. Il voulait que Sophie garde tout, les 3 maisons, les voitures, les 8 millions d'euros. Et puis le pire, Léa et Marc ont pris le parti de leur mère. Sophie leur avait promis une partie de l'héritage. Ma fille a déclaré que j'étais émotionnellement distant. Mon fils a témoigné avoir vu des signes de contrôle. Leurs mots m'ont transpercé comme des couteaux. L'audience finale est arrivée un vendredi gris. Le tribunal bondé, Sophie et Julien triomphant, mes enfants ne me regardant pas. La juge a lu le verdict. Madame Sophie Moreau a droit à l'intégralité des biens matrimoniaux en raison d'abus avérés. Les 3 résidences, les véhicules, les comptes bancaires, 8 millions d'euros, resteront sous sa garde. 40 ans de travail effacés en un instant. Sophie est sortie au bras de Julien. Avant de franchir la porte, elle s'est retournée et m'a regardé droit dans les yeux. Et puis elle a souri.
Un large sourire triomphant, plein de pur venin. Julien lui a chuchoté quelque chose et elle a ri. À ce moment-là, j'ai su, cela n'avait jamais été une question d'amour. Ça avait toujours été une question d'argent. J'ai dû quitter la maison principale en moins d'une semaine. Sophie voulait emménager immédiatement avec Julien, transformant mon foyer en leur nid d'amour. J'ai emballé mes affaires dans des cartons qui sentaient l'humidité. 40 ans de vie réduits à 12 cartons. Je me suis installé dans un minuscule appartement dans le quartier pauvre de la ville. Une chambre avec des murs si fins que j'entendais les voisins se disputer chaque nuit. La salle de bain avait de la moisissure dans les coins. Mais c'était tout ce que je pouvais me permettre. Car il s'avère que lorsque vous perdez 8 millions d'euros dans un divorce, vous perdez aussi l'accès au crédit, aux prêts, à toute forme d'aide financière. Mes amis ont disparu un par un. Au début, ils appelaient, envoyèrent des messages disant qu'ils regrettaient ce qui s'était passé. Mais quand j'ai demandé de l'aide, les excuses ont commencé. En 2 mois, ma liste de contacts s'est réduite à presque rien. J'ai essayé d'appeler mes enfants des dizaines de fois. Léa n'a jamais répondu. Marc a répondu une fois, une seule fois. Sa voix sonnait froide, distante. « Papa, maman nous a tout raconté. Comment tu l'as manipulé pendant des années? J'ai besoin de temps pour digérer ça. Je lui ai dit que c'était tous des mensonges. » Il a soupiré. C'est exactement ce qu'un manipulateur dirait. Et il a raccroché. Les nuits étaient les pires. Je m'asseyais dans cet appartement misérable, entouré de sirènes de police au loin et de voisins se battant à travers les murs, me demandant comment j'en étais arrivé là. À 70 ans, après une vie de travail acharné et de décisions correctes, j'étais complètement seul. Sans famille, sans amis, sans argent, sans but. J'ai cherché du travail, mais personne ne voulait embaucher un homme de 70 ans avec un scandale juridique récent. J'ai fini par accepter des petits boulots, réparations mineures pour les voisins, déménagement de meubles. Une fois, j'ai passé tout un week-end à peindre une maison pour 200 euros. Un jour, 3 mois après le divorce, je marchais dans le centre-ville quand j'ai vu Sophie et Julien. Ils sortaient d'un restaurant chic, le genre d'endroit où nous célébrions nos anniversaires. Elle portait une robe rouge que je n'avais jamais vue. Des bijoux scintillaient au soleil. Julien la tenait par la taille, possessif, fier. Ils avaient l'air heureux, radieux, vivant la vie parfaite avec mon argent, dans mes maisons, conduisant mes voitures. Je me suis caché derrière un poteau pour qu'ils ne me voient pas. Pas par peur, mais parce que je ne pouvais pas supporter l'idée qu'ils me voient comme ça. Détruit, brisé, vaincu. Cette nuit-là, j'ai touché le fond. Je me suis assis par terre dans mon appartement, entouré de factures que je ne pouvais pas payer, et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis que j'étais enfant. Le lendemain, en organisant le peu d'affaires qui me restaient, j'ai trouvé une vieille boîte enfouie au fond du placard. Elle appartenait à mon grand-père Frédéric. Il était mort quand j'avais 20 ans. Mais avant de partir, il m'avait donné quelques objets. Vieux papier, photographies jaunies et un carnet où il écrivait ses pensées. J'ai ouvert la boîte pour la première fois en décennies. L'odeur de vieux papier m'a frappé. Il y avait une photographie de lui et ma grand-mère le jour de leur mariage. Et sous la photographie, j'ai trouvé quelque chose que j'avais complètement oublié. Un petit livret d'épargne vert décoloré au coin recourbé par le temps. Je l'ai ouvert par curiosité. C'était un compte d'épargne de la Banque nationale de crédit que mon grand-père avait ouvert en 1948. J'ai regardé les chiffres écrits à la main à l'encre bleue délavée. Le dernier dépôt enregistré était de 50 francs en 1952. Après ça, rien. Le compte avait probablement été fermé ou était inactif. Mais quelque chose a cliqué dans ma tête. Et si le compte existait encore? Et s'il y avait quelque chose dedans, même si ce n'était que ces 50 euros convertis? Ce n'était pas grand-chose, mais dans ma situation actuelle, 50 euros signifiaient de la nourriture pour une semaine. J'ai décidé d'aller à la banque le lendemain. Je n'avais rien à perdre. La Banque nationale de crédit existait toujours, bien qu'elle fasse maintenant partie d'une chaîne plus grande. La succursale la plus proche était à 40 minutes en bus. J'ai enfilé mon seul costume, celui que j'avais porté au procès, maintenant froissé et avec une tache de café que je n'avais jamais pu enlever complètement.
Je suis arrivé à la banque à 9 heures du matin. C'était un bâtiment moderne, tout en verre et acier. Je suis entré avec le livret serré dans ma main moite. La réceptionniste m'a regardé avec ce sourire professionnel qu'on donne aux gens qu'on suppose sans importance. « Comment puis-je vous aider ?» Je lui ai montré le livret. « J'ai besoin de vérifier si ce compte existe encore. » Elle l'a pris, a froncé les sourcils en voyant la date et m'a demandé d'attendre. 20 minutes sont passées, puis 30. Je commençais à penser que j'avais fait une erreur, que c'était une perte de temps. Mais ensuite, un homme plus âgé est apparu, environ 60 ans, avec des lunettes épaisses et un costume gris. « Monsieur Moreau ?» Je me suis levé. « Oui. Je suis Joseph, le directeur de cette agence. Pourriez-vous m'accompagner dans mon bureau ?» Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a rendu nerveux. Il ne sonnait pas comme quelqu'un sur le point de me dire que le compte était fermé. Il sonnait comme quelqu'un qui venait de voir quelque chose qu'il n'attendait pas. Nous avons marché en silence dans un couloir au sol de marbre jusqu'à son bureau. Il a fermé la porte derrière nous et m'a fait signe de m'asseoir. Il s'est assis devant son ordinateur et a commencé à taper. Son visage était pâle. « Monsieur Moreau » a-t-il dit sans me regarder. « Avez-vous une pièce d'identité prouvant votre lien avec Frédéric Moreau ?» J'ai sorti ma carte d'identité. Mon nom de famille était Moreau. Frédéric avait été mon grand-père paternel. Joseph a vérifié mes documents, puis a regardé à nouveau l'écran. Il a pris une profonde inspiration. « Monsieur, ce compte existe. Il est actif et génère des intérêts composés depuis 1948. » Le monde s'est arrêté. « Quoi ?» Ma voix est sortie comme un murmure. Joseph a tourné l'écran vers moi. Et là, je l'ai vu, le solde du compte. Mes yeux ont parcouru les chiffres une fois, 2 fois, 3 fois, incapable de les traiter. Ça ne pouvait pas être réel. Ça ne pouvait tout simplement pas être réel. 127 millions d'euros. La pièce a commencé à tourner. Je sentais que je ne pouvais pas respirer. Ça ne peut pas être exact. Ma voix tremblait. Joseph a hoché la tête lentement. Je l'ai vérifié 3 fois. Votre grand-père a déposé 50 francs en 1948. Le compte n'a jamais été fermé. Il a accumulé des intérêts pendant 77 ans. Avec le taux d'intérêt d'origine de la banque et les changements de politiques au fil des décennies, le montant a augmenté de façon exponentielle. Je ne pouvais ni parler ni penser. 127 millions d'euros. Un compte oublié. Un morceau de papier vert qui avait été rangé dans une boîte pendant des décennies, pendant que je luttais, travaillais, construisais un empire à partir de zéro. Et tout ce temps, cette fortune m'attendait silencieusement. « Il y a autre chose », a dit Joseph. Il s'est levé et est allé vers un classeur antique dans le coin de son bureau. Il a sorti un dossier jauni et en a extrait une enveloppe scellée. Ceci était attaché au compte. Instruction spécifique de votre grand-père. Cela devait être remis au bénéficiaire lorsqu'il accéderait au compte pour la première fois. J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle était scellée avec de la cire rouge ancienne, le genre que personne n'utilise plus. Mon nom était écrit au recto, dans l'écriture élégante de mon grand-père. « Hugo Moreau, à ouvrir quand tu en auras le plus besoin. » J'ai brisé le sceau. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite sur du papier fin. Les lettres tracées à l'encre qui s'étaient estompées mais restaient lisibles. J'ai commencé à lire et les larmes ont commencé à couler avant que je puisse les arrêter. « Mon cher Hugo, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé ce que j'ai laissé pour toi. Et si tu l'as trouvé, c'est que tu en as besoin. Je sais ce que c'est que d'être trahi par ceux en qui tu as confiance. Cela m'est arrivé avec mon associé en affaires en 1945. Il a tout pris, mon entreprise, mes économies. Il a même essayé de prendre ta grand-mère. La douleur de cette trahison a failli me détruire. Mais j'ai appris quelque chose d'important. Les mauvais hommes peuvent prendre tout ce qu'ils voient, mais ils ne peuvent jamais prendre ce qu'ils ne savent pas qui existe. » La lettre continuait. « J'ai ouvert ce compte en secret en 1948 avec les derniers 50 francs qui me restaient. C'était tout ce que j'avais au monde, mais je ne l'ai pas ouvert pour moi. Je l'ai ouvert pour toi, pour le petit-fils qui n'était pas encore né, mais que je savais viendrait un jour. Je savais que le temps et les intérêts feraient leur travail. Je savais qu'un jour, quand tu en aurais le plus besoin, ce compte serait là à t'attendre.
Parce que la vraie richesse n'est pas ce que tu montres au monde. C'est ce que tu gardes en silence pour les temps sombres. Hugo, si tu lis ceci dans un moment de douleur, je veux que tu saches quelque chose. La trahison fait mal, parce que nous aimons profondément. Mais cet amour même qui nous rend vulnérables, nous rend aussi forts. Ne laisse pas l'amertume te consumer. Utilise cet argent non pour chercher la vengeance, mais pour te reconstruire. Utilise ta douleur comme carburant, pas comme poison. Et souviens-toi toujours, ceux qui t'ont trahi ont déjà perdu parce qu'ils ont perdu un homme d'honneur. Et ça, aucune somme d'argent ne peut l'acheter. La lettre se terminait par une ligne qui m'a complètement brisé. Sois l'homme que je sais que tu peux être. Sois l'homme que je ne pouvais plus être. Je t'aime même avant de t'avoir rencontré. Ton grand-père Frédéric. J'ai plié la lettre et l'ai pressée contre ma poitrine, sanglotant. Mon grand-père avait tout prévu, comme s'il savait qu'un jour, je serais trahi. Comme s'il avait vu l'avenir et laissé ce canot de sauvetage m'attendant au moment exact où j'en aurais besoin. Joseph a attendu que je me ressaisisse. « Monsieur Moreau, nous devrons traiter des documents pour transférer les fonds vers un compte actif à votre nom. Pour un montant de cette taille, le processus peut prendre quelques jours. Je recommanderais également d'engager un conseiller financier et probablement un avocat pour gérer les aspects juridiques. » Un avocat. Le mot m'a fait sourire amèrement. J'en avais eu assez des avocats. Mais Joseph avait raison. Je devais protéger ceux-ci. Je devais m'assurer que personne, surtout pas Sophie et Julien, ne puisse toucher à cet argent. « Y a-t-il un moyen de garder ceci confidentiel ?» ai-je demandé. Joseph a hoché la tête. « Absolument. Les lois sur la confidentialité bancaire sont très strictes. Personne ne saura rien de ce compte à moins que vous ne le révéliez. Et je vous conseillerais vivement de ne pas le faire jusqu'à ce que vous ayez toute la protection légale nécessaire. » C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Car à ce moment-là, tenant la lettre de mon grand-père et regardant le relevé bancaire qui allait changer ma vie, j'ai compris quelque chose de fondamental. Ce n'était pas juste une seconde chance. C'était une opportunité de servir la justice de la bonne manière. Je suis sorti de la banque avec 127 millions d'euros et un secret plus lourd que n'importe quelle fortune. Mais je ne ressentais pas d'euphorie. Je ressentais quelque chose de beaucoup plus profond, la clarté. Pour la première fois en moi, mon esprit était complètement clair. Sophie et Julien avaient tout pris parce qu'ils pensaient que je n'avais plus rien à perdre. Ils avaient tort. Maintenant, j'allais leur montrer à quel point il est coûteux de sous-estimer un homme qui a touché le fond et trouvé de l'or. J'ai déménagé dans un appartement modeste, mais respectable. Rien qui criait l'argent. Meubles simples, vêtements normaux, vieille voiture. La leçon de mon grand-père, la vraie richesse est invisible. J'ai engagé Robert Delorme, le meilleur spécialiste en fraude juridique de la région. Taux de réussite de 92% contre les avocats corrompus. Il facturait 500 € de l'heure, mais maintenant je pouvais me le permettre. Je lui ai raconté toute mon histoire. Quand j'ai terminé, il a dit « Si nous prouvons que Julien Renard a falsifié des documents et manipulé le processus judiciaire, non seulement nous annulerons le divorce, mais il fera face à des accusations criminelles. » C'est exactement ce que je veux, mais discrètement. Personne ne peut savoir que j'ai des ressources jusqu'au bon moment. Robert a souri. Je comprends parfaitement. Robert a embauché un détective de premier niveau. Ce qu'il a trouvé dépassait mes espérances. Je n'étais pas la seule victime de Julien. En 10 ans, il avait manipulé au moins 7 autres divorces avec les mêmes tactiques. Ces victimes finissaient si détruites qu'elles n'avaient plus les ressources pour se battre. Mais nous avions des ressources. Et de la patience. Nous avons aussi découvert que Sophie et Julien planifiaient tout ça depuis plus de 3 ans. Email, messages, registres d'appels. Tout sauvegardé sur des serveurs qu'ils croyaient inaccessibles. Robert m'a conseillé d'attendre. Nous devons construire un dossier hermétique. Si nous bougeons trop vite, Julien pourrait détruire des preuves. Pendant l'attente, j'ai commencé à reconstruire ma relation avec mes enfants, mais pas ouvertement. J'ai engagé un enquêteur pour découvrir leur vie. Léa avait des problèmes au travail. Un supérieur la harcelait. Marc avait investi dans une entreprise échouée et avait des dettes. Sophie ne les aidait pas. Trop occupée à dépenser mon argent. Alors j'ai aidé mes enfants anonymement. Par des intermédiaires, j'ai fait enquêter le supérieur de Léa.
Il a été licencié. Pour Marc, j'ai créé une société écran et sauvé son entreprise. Il n'a jamais su que l'investisseur silencieux était son propre père. 6 mois sont passés. 6 mois à construire mon dossier, à aider mes enfants en secret, à regarder Sophie et Julien profiter de leur victoire. Puis Robert m'a appelé. Nous sommes prêts. Le dossier était accablant. Preuve de fraude dans 8 affaires, email de Sophie et Julien planifiant ma destruction, témoignages d'anciens témoins admettant avoir été payés, analyse forensique des documents falsifiés. Nous présentons tout au procureur. Ils émettront des mandats d'arrêt. Simultanément, nous annulons votre divorce pour fraude procédurale. Tout ce qu'ils vous ont pris vous sera rendu. Les mandats ont été émis le vendredi suivant. Sophie et Julien planifiaient une grande fête ce soir-là, leur premier anniversaire. 100 invités, l'élite de Lyon. À 21h, 3 voitures noires se sont arrêtées devant l'entrée. L'enquêteur m'a appelé. Ils entrent maintenant. Musique, rire, puis silence soudain. Julien Renard et Sophie Moreau sont en état d'arrestation pour fraude, falsification et complot. Sophie avait laissé tomber son verre. Le cristal s'était brisé comme un coup de couteau. Julien a essayé de négocier avec des menaces juridiques vides. Mais les preuves étaient irréfutables. Ils ont été menottés devant 100 témoins. Comment va Sophie ? Elle pleure. Elle demande ses enfants. Elle dit que c'est une erreur. Une petite partie de moi a ressenti de la pitié. Mais le reste ne ressentait que la froide satisfaction de la justice servie. Le lendemain, les journaux ont explosé. Avocat éminent arrêté pour fraude massive. 3 semaines plus tard, l'audience pour annuler le divorce. Le même tribunal où j'avais tout perdu, mais cette fois j'étais différent. Tête haute, costume neuf, Robert portant 3 dossiers épais. Sophie et Julien étaient en prison, attendant leur procès. La juge a écouté toutes les preuves en silence. Puis elle a retiré ses lunettes. En 30 ans comme juge, j'ai rarement vu une fraude aussi flagrante. Ce qui a été fait à M. Hugo Moreau était un vol systématique orchestré par manipulation du système juridique. Ce tribunal annule le divorce dans son intégralité. Tous les biens sont déclarés nuls et non avenus. Le marteau a frappé. Cette fois, ce n'était pas le son de mon monde s'effondrant. C'était le son de la justice. Le procès criminel a duré 3 semaines. Verdict, coupable sur tous les chefs. Julien, 20 ans sans libération conditionnelle avant 10 ans. Sophie, 8 ans pour complicité. Je suis sorti du tribunal, respirant l'air frais. La pluie s'était arrêtée, le soleil apparaissait. Symbolique. Avec mes propriétés restaurées, j'avais enfin le temps de penser à l'avenir. Les mots de mon grand-père résonnaient « Utilise cet argent pour te reconstruire, pas pour la vengeance ». J'ai créé la Fondation Frédéric Moreau. Mission : aider les victimes de divorces frauduleux, fournir des ressources juridiques gratuites, créer un système de soutien. J'ai investi 20 millions d'euros. La première année, 43 personnes aidées. J'ai engagé Robert comme directeur juridique. Avec la Fondation, nous égalisons les règles du jeu, a-t-il dit. Ma relation avec Léa et Marc s'est guérie lentement. Dîners hebdomadaires, conversations prudentes, confiance reconstruite mot par mot. Un dimanche, Léa a demandé « Papa, comment as-tu survécu ? Qu'est-ce qui t'a fait tenir ?» Mon grand-père m'avait dit que les arbres les plus forts poussent dans les vents les plus féroces. L'adversité ne te détruit pas, elle te raffine. Marc a ajouté « Mais tu ne connaissais pas le conte. Tu as continué sans savoir qu'il y avait un salut. » Exactement. Tu ne peux pas vivre en attendant des miracles. Tu dois continuer à marcher dans les ténèbres, en faisant confiance que tu trouveras la lumière. Nous t'avons abandonné, et pourtant, tu nous as pardonné. Comment ? Le pardon n'est pas un cadeau pour vous. C'est un cadeau pour moi. L'amertume m'aurait détruit. Les pardonner m'a libéré. Au gala de fin d'année, j'ai pris la parole. Il y a 2 ans, j'étais convaincu que ma vie était terminée. La seule chose qui me restait était mon intégrité. Et il s'avère que l'intégrité attire l'aide, les opportunités, la justice et finalement la paix. Cette fondation existe parce que mon grand-père a planté une graine il y a 77 ans. Maintenant, nous plantons des graines. C'est ça, le véritable héritage. Pas l'argent, mais les vies que nous touchons.
Les applaudissements ont été assourdissants. En descendant, Léa et Marc m'ont étreint ensemble. On est fiers de toi, papa. J'avais finalement bouclé la boucle. Un jour, j'ai reçu une lettre de Sophie. Papier de prison, écriture tremblante. Hugo, je sais que je ne mérite pas ton attention. Ces 2 années m'ont donné le temps de voir qui j'étais devenu. Je ne cherche pas ton pardon, mais je suis désolé. J'ai vu les nouvelles sur ta fondation. Ça me remplit de honte, mais aussi de fierté. Tu es toujours l'homme honorable que tu as toujours été. J'espère que tu trouveras la paix que je n'ai jamais méritée. Sophie. Je ne ressentais ni rage ni triomphe, juste de la tristesse pour le gaspillage d'une vie. Je n'ai pas répondu. Certaines choses se terminent simplement. Ce soir-là, j'ai relu la lettre de mon grand-père. Les mauvais hommes peuvent prendre tout ce qu'ils voient, mais jamais ce qu'ils ne savent pas qui existe. Il ne parlait pas seulement d'argent, il parlait de force intérieure, d'intégrité, de la capacité de rester fidèle à tes principes. C'étaient les véritables richesses invisibles. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. La trahison, la perte, la découverte, la reconstruction. Et j'ai réalisé quelque chose de profond. Si je pouvais empêcher toute cette douleur, le ferais-je? Non. Parce que cette douleur m'a transformé d'un homme prospère mais superficiel en quelqu'un avec un véritable but. Elle m'a enseigné l'empathie, montré qui j'étais vraiment. Cette leçon valait plus que n'importe quelle somme d'argent. Sur la terrasse, la lune brillait sur l'eau, créant un chemin argenté vers l'horizon. J'avais 73 ans. J'avais vécu plusieurs vies en une. J'avais appris que le temps est le plus grand allié des injustement lésés. Non parce qu'il garantit la vengeance, mais la perspective. Les gens qui t'ont trahi se sont d'abord trahis eux-mêmes. La vraie victoire n'est pas de les voir tomber, mais de rester debout sans devenir ce qu'ils sont. Sois l'homme que je sais que tu peux être. J'ai souri. Je comprenais enfin. Ça ne voulait pas dire être parfait. Ça voulait dire être entier. Se relever chaque fois. Pardonner quand c'est le plus difficile. Utiliser ta douleur comme carburant pour aider, pas comme poison pour te détruire. L'océan continuait son rythme éternel. Vagues roulant et se retirant. Constante, patiente, imparable. Comme la justice, comme l'amour, comme l'espoir. Je suis rentré et me suis endormi avec une conscience claire. Mon grand-père ne m'a pas laissé de l'argent. Il m'a laissé une leçon sur la patience, la foi, et le fait de croire que même dans les moments les plus sombres, il y a des graines plantées il y a longtemps, attendant de fleurir. Et ces graines, quand elles grandissent, ne te sauvent pas seulement toi. Elles sauvent tous ceux que tu touches. C'est ça, le vrai miracle. Pas la fortune cachée, mais la capacité de transformer ton pire cauchemar en le plus grand but de ta vie.